Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée une nouvelle fois par les questions politiques européennes et surtout françaises, avec l'approche donc et l'amorce du second tour ce week-end. Une semaine qui aura vu l'évolution notamment des sondages. Ça, c'est un élément important qui a façonné également le comportement des marchés, notamment obligataires et un peu actions également. Grosso modo, pour résumer, les sondages tout au long de la semaine ont évolué et progressivement sont allés vers l'hypothèse d'une absence de majorité absolue pour le RN au second tour. C'est ce qui semble prédominer sur les différents sondages qui ont été publiés, notamment cette fin de semaine. Et on voit une réaction de détente du spread, c'est-à-dire de l'écart entre le taux de référence français, l'OAT à 10 ans, et son équivalent allemand, le rendement du Bund, donc le 10 ans allemand. On rappelle qu'avant le premier tour de l'élection, on avait atteint 85 points de base entre ces deux taux, donc ce qui était le niveau, l'écart en tout cas le plus élevé depuis 2012, qu'avant la dissolution on était à moins de 50 points de base, donc on était passé de 50 points de base en l'espace de quelques semaines à 85 points de base avant le premier tour, et puis cette semaine on est passé donc de cette zone des 80 points de base à en dessous de 70 points de base, même au moment où on se parle on est à 66 points de base sur cet écart, donc c'est le plus bas écart en l'espace de 3 semaines. Et donc, il semble que les marchés s'adaptent donc à ces hypothèses fournies par les sondeurs. Et donc, on voit un CAC 40 qui a un petit peu rebondi cette semaine. Ce n'est pas un rebond massif, il y a toujours un peu de prudence de ce côté-là. Mais en tout cas, la détente, on l'observe un petit peu sur les spreads. Donc, on vient d'en parler, c'est quand même un élément important. Et puis également, le taux 10 ans français, si on isole seulement le taux 10 ans, il n'a pas réaccéléré beaucoup plus fortement. Il avait été un petit peu tendu en début de semaine, et puis ensuite il s'est tendu un petit peu tout au long de la semaine, notamment aussi, pas seulement par rapport à des questions politiques, par rapport à des éléments d'ordre macroéconomique américain, dont nous allons reparler d'ici quelques instants. Donc le gros rendez-vous de ce week-end, c'est évidemment le second tour de l'élection législative en France, et donc si les sondages ne se trompent pas sur les dernières estimations qui ont été réalisées, eh bien il n'y aura donc pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale lors de ce second tour. Se posera ensuite la question du coup de la possibilité de gouverner. Quel type de gouvernement? Quel Premier ministre? Est-ce qu'un gouvernement pourra prendre corps et pourra fonctionner? Ou est-ce que nous aurons une situation de blocage politique? Ça, c'est les questions auxquelles il faudra répondre après le second tour. Mais en tout cas, on va dans ce second tour avec un peu plus de détente que lors du premier tour. Ça, c'est évident du point de vue des spreads et aussi par rapport au marché action. On disait le CAC 40 qui avait fait des incursions sous les 7500 points avant le premier tour. On l'a retrouvé cette semaine un peu au-delà de 7700. C'est un peu défensif là, ce vendredi. Là, il est 16h40 au moment où j'enregistre ce podcast. On a un CAC qui repart un petit peu à la baisse, mais globalement, les supports de la zone des 7500 ont tenu et on a plutôt légèrement rebondi cette semaine que l'inverse. Donc voilà pour l'actualité sur la partie politique. L'autre actualité de la semaine, il y en a plusieurs, mais qui tournent autour de la macroéconomie américaine. On a eu cette semaine la publication des indices ISM d'activité. Donc on rappelle, ce sont des indices, ce sont des enquêtes qui nous montrent le sentiment dans le secteur manufacturier et le secteur des services. Et pour ces deux publications, on a eu des chiffres inférieurs aux attentes. On était déjà contractés sur l'ISM manufacturier, donc il n'y a pas eu de surprise de ce côté-là, mais simplement le chiffre était inférieur à ce que le marché attendait. Et l'élément le plus important, c'est moins sur l'aspect manufacturier que sur l'aspect service, c'est l'ISM service, gros repère donc de dynamique dans le secteur des services. On rappelle que les services, c'est plus de 3/4 de l'économie américaine en termes d'activité, et c'est là aussi où se trouve l'inflation la plus importante contre laquelle la Fed lutte depuis des mois. Eh bien, on a eu un ISM service qui, pour la deuxième fois en l'espace de 3 mois, est tombé en dessous de 50. On avait déjà vu ça il y a à peu près donc 2 mois, un rebond ensuite un peu au-delà de 53, et à nouveau, sur la dernière publication, on est passé en dessous de 50, avec notamment des composantes en termes d'activité de nouvelles commandes qui sont beaucoup dégradées, un peu moins sur la partie des prix et de l'emploi, ce qui peut-être nécessite encore un petit monitoring de la Fed de ce côté-là, mais en tout cas, on voit bien que c'est au niveau de l'activité surtout, et des carnets de commandes, des nouvelles commandes, que la dégradation s'est faite sur l'ISM service. Donc ça, c'est un impact. On le disait tout à l'heure, sur le marché obligataire américain, on avait démarré la semaine aux alentours de 4,5% pour le taux 10 ans américain, et là, au moment où on se parle, on est aux alentours de 4,30%. Donc on est sous une détente qui est assez marqué malgré tout du 10 ans américain. Et je vous disais tout à l'heure, ça a eu aussi un petit impact sur les taux européens. C'est aussi peut-être pour ça que l'on voit le taux 10 ans, il y a un effet sondage, mais aussi peut-être un effet de cette macro américaine qui était un peu moins favorable cette semaine dans les indices d'activité notamment. Et donc on a vu les taux se détendre. Et pourquoi les taux se détendent? Parce que du coup, ces chiffres moins bons, notamment dans le secteur des services, eh bien ça
Je ne dis pas que ça renforce fortement l'hypothèse d'une baisse de taux de la Fed, mais en tout cas, ça éloigne très clairement le risque d'un durcissement supplémentaire. Ça, c'était déjà écarté, j'ai envie de dire, mais il y avait quand même une espèce de plateau sur lequel on se trouvait depuis quelques temps, sur des chiffres d'inflation, sur des indices d'activité qui restaient quand même assez costauds et des chiffres de l'emploi toujours assez solides. Et là, ces indices d'activité dans les services qui ralentissent de manière un peu plus marquée, eh bien, ça commence à aller dans le sens d'un ralentissement de l'économie américaine. On peut prendre l'exemple aussi des estimations de croissance de la Fed d'Atlanta, qui ajuste son modèle de prévision à chaque fois que des statistiques sont publiées, que des chiffres sont publiés aux États-Unis. Eh bien, on avait démarré donc début du mois de mai pour les premières estimations de la Fed d'Atlanta dans les zones de 3,5 à 4%. On était monté au-delà de 4% pour les premières estimations de croissance pour le T2. Et là, on est aux alentours de 1,5% de croissance anticipée. Et donc, ça va clairement ensemble avec ce qu'on voit sur l'ensemble de la macro depuis 2 mois maintenant. C'est des choses dont on parle régulièrement dans le podcast. Depuis déjà plusieurs semaines, depuis même 2 mois, on observe des chiffres macroéconomiques américains qui, globalement, sont plutôt publiés en dessous du consensus qu'au-dessus. Et vous voyez, comme ça, on commence à avoir du coup une espèce de convergence des signaux avec l'activité dans les services qui semble ralentir, avec un ensemble d'autres données également, toutes les datas macro un peu moins bonnes depuis à peu près 2 mois. C'est donc les taux qui se détendent un petit peu, et aussi sur le front de l'emploi. On a également des signaux. Alors, attention d'être précis sur les termes. C'est vrai qu'on a eu une semaine donc marquée par le rapport sur l'emploi. Ce rapport sur l'emploi, il reste bon, on ne peut pas dire que c'est un mauvais rapport. Il y a par exemple eu plus de création d'emplois non agricoles que ce qui était prévu. Mais le chiffre du mois précédent a été fortement révisé à la baisse, ce qui annule un peu cet effet-là. Mais malgré tout, même la révision du mois précédent, on est toujours au-dessus de 200 000. Et le chiffre actuel a été aussi au-dessus de 200 000. 200 000, si vous regardez l'évolution des derniers mois, ça reste un bon niveau de création d'emplois. On ne va pas dire que c'est un affaissement du marché de l'emploi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, on parlera des propos de Powell justement sur le marché de l'emploi. Donc le rapport sur l'emploi nous montre que les créations d'emplois sont toujours globalement au-dessus de 200 000, pas d'alerte particulière. Il y a eu en revanche une petite remontée du taux de chômage à 4,1%, on était à 4% précédemment. Donc le taux de chômage, depuis quelques mois, se redresse un petit peu. On est encore sur les zones basses, 4% et 4,1% c'est les zones basses, mais il y a quand même une dynamique de petite remontée du taux de chômage qui va dans le sens un petit peu de ce que recherche la Fed, non pas qu'elle veut casser ce marché de l'emploi, mais elle avait déjà prévenu qu'il fallait quand même que le marché d'emploi se détende un petit peu. Il avait été extrêmement tendu post-Covid, ce qui générait des très fortes hausses de salaire entretenant donc l'inflation. Donc la Fed avait prévenu qu'il faudra quand même que le marché de l'emploi se réajuste un petit peu, se détende un petit peu. Et ça passe évidemment par le nombre de créations d'emplois total, par le chômage qui forcément ne peut pas rester à 3 et quelques pourcents pendant encore des mois. Et puis avec la question des salaires aussi, on voit que les salaires qui progressaient à 4,1% en variation annuelle le mois dernier, désormais on les retrouve à 3,9%, donc c'est aussi un petit ralentissement de la progression des salaires. Donc on voit qu'on peut qualifier ça un peu presque de soft landing de l'emploi américain, ça atterrit tout doucement, mais on ne peut pas parler d'un mauvais rapport ou d'un marché d'emploi qui se dégraderait fortement. Et pourquoi je dis ça? Parce que cette semaine, Jérôme Powell est intervenu au forum de la Banque Centrale Européenne, donc forum de la BCE sur la Banque Centrale, et Jérôme Powell était invité, et il a sorti plusieurs arguments expliquant que un discours qui était toujours, comme toujours, jamais très raide avec Jérôme Powell, c'est jamais très faucon avec lui, mais là c'était des phrases du style il dit que les risques deviennent plus équilibrés, que nous sommes bien conscients des risques d'agir trop tôt ou trop tard par rapport aux baisses de taux, donc toujours ce langage toujours assez neutre, on ne veut pas en faire trop non plus, ni pas trop tard non plus. Si le marché, il explique, si le marché de l'emploi se dégradait de façon inattendue, ce serait un motif pour réagir. Donc là, est-ce que nous observons un marché d'emploi qui se dégrade de façon inattendue? Non, c'est pas ce qui ressort de ce marché d'emploi, qui reste toujours globalement assez résilient, avec un peu moins de force qu'il y a quelques mois, mais on ne peut pas parler d'une dégradation de façon inattendue quand on observe ces différents chiffres. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de baisse de taux du tout à l'horizon, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore de signal particulièrement fort du côté de la Fed pour se dire voilà, qu'on a vraiment une piste qui s'ouvre de manière claire pour les baisses de taux. Même si, ce qu'on a cité précédemment, cette macro qui ralentit, l'activité dans les services qui semble ralentir, on a aussi des progrès sur l'inflation, ne l'oublions pas. Les derniers chiffres CPI il y a quelques semaines montré un ralentissement, puis plus récemment c'est l'inflation PCE également qui a montré un petit peu de ralentissement alors qu'elle stagnait à 2,8 depuis 3 mois, 2,8% pour l'inflation cœur PCE, on est passé à 2,6%, donc on sent que l'inflation, vous voyez, à nouveau un petit peu cassé ce petit plancher, ce qu'elle était depuis 3 mois, donc
pour l'instant, le faisceau de présomption, j'ai envie de dire, c'est plutôt septembre pour la première baisse de taux, mais très clairement, il va falloir que les prochaines datas d'inflation, et on va en parler dans quelques instants parce qu'il y en a une la semaine prochaine, il va falloir que les données d'inflation publiées cet été aillent dans le sens de ce qu'on a observé, notamment là, le mois dernier, et qu'on ait comme ça 2 mois, 3 mois de ralentissement de l'inflation, ce qui ouvrirait la porte à la Fed pour commencer à baisser les taux en septembre, et ce qui permettrait aussi probablement à la BCE, du coup, d'aligner une deuxième baisse de taux à la même période. Donc, on est encore dans une situation où on n'a pas encore suffisamment d'éléments par rapport à ce qu'on vient de décrire pour acter de manière définitive que la Fed baissera bien ses taux en septembre, mais les données macro sont quand même en train de refroidir un petit peu, ça va dans le sens de la Fed quand même, il faut qu'elle se méfie un petit peu de ça quand même. Il faudrait peut-être aussi des chiffres d'inflation prochaine, donc qui montrent encore des progrès, et puis peut-être quelques indicateurs avancés encore de type ISM Service ou PMI Service qui ralentissent encore un peu pour acter le fait qu'il devient nécessaire de commencer à baisser un petit peu les taux. Voilà pour l'actualité macro de cette semaine. Dernier élément, un élément un peu plus marché, donc il y a toujours un écart de performance qui est devenu important entre les marchés américains et les marchés européens. Les turbulences politiques en Europe depuis plusieurs semaines, on a des marchés européens, si on prend l'Eurostoxx 600, donc, qui est l'équivalent du S&P 500 pour la partie américaine, l'Eurostoxx 600 depuis le début de l'année, il progresse d'un peu plus de 7%, là où les marchés américains, avec le S&P 500, progressent de plus de 16%. Donc on a vraiment un écart qui s'est vraiment creusé fortement depuis la fin du mois de mai et le mois de juin, typiquement lié à l'épisode politique européen, mais du coup ça soulève quand même une question. La question, c'est par exemple la suivante. Imaginons qu'il n'y ait pas de surprise politique du coup lundi après le second tour. En gros, les marchés ont ce que les sondeurs avaient anticipé. Les marchés américains, on l'a vu depuis la fin mai du mois de juin, on savait un peu de valeur refuge. L'écart de performance depuis le début de l'année entre l'Europe et les États-Unis, c'est surtout accru au moment de à la fois les élections européennes et élections françaises. Donc, il serait logique que s'il n'y a pas plus de turbulence que ça sur la politique française, qu'à un moment donné, l'écart aussi de performance avec les États-Unis se réduise un petit peu, c'est-à-dire des marchés européens qui rebondiraient un petit peu et des marchés américains qui rendraient un peu leur gain. Mais c'est vrai qu'on a, de manière assez incroyable, les marchés américains sont d'une résilience phénoménale et ont surtout servi de réceptacle, de refuge durant cette période-là, avec une volatilité qui reste très très faible, autour de 12, alors qu'en Europe, souvenez-vous, on le décrivait dans les podcasts précédents, on était monté à 20 de volatilité, quasiment presque 2 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Mais ces derniers jours, grâce au resserrement des spreads et aux différents sondages, on voit que la volatilité en Europe, elle est retombée aux alentours de 14-15, vous voyez, donc elle s'est un peu détendue quand même. On n'est pas encore revenu au niveau des États-Unis, mais la question que moi je me pose, c'est jusqu'où cette volatilité faible aux États-Unis peut perdurer quand on voit les niveaux de cherté qu'on atteint désormais, quand on voit les performances systématiquement haussières des indices, qui est une bonne, une mauvaise nouvelle, qu'on parle de hausse de taux, de baisse de taux, qui est stress politique en Europe ou pas. On a l'impression que tout est bon pour monter aux États-Unis, et quand à un moment donné il n'y a plus réellement de nuances, quand tout devient prétexte à monter, n'est-on pas déjà en train de rentrer dans une forme d'excès, de bulle, même de début de petite bulle aux États-Unis, qui nécessiterait maintenant d'être corrigé plutôt que plus tard, ou si ça monte à ce rythme-là encore pendant plusieurs mois, on serait clairement en schéma de bulle, ne serait-ce que déjà par rapport au niveau des valorisations actuelles, qui ne sont pas peu chères, qui sont plutôt élevées d'un point de vue des métriques historiques. On rappelle à 21 fois les bénéfices, on a même un peu au-delà de 21 fois les bénéfices désormais sur l'SP 500, c'est cher d'un point de vue historique. C'est pas le niveau de bulle non plus, mais c'est le début des niveaux de cherté, de début d'entrée en zone de bulle. Donc ce serait bien que les marchés américains fassent une petite pause parce que ça calmerait un petit peu la situation et éviterait qu'il y ait des mouvements plus brutaux a posteriori. Encore une fois, quand un marché ne corrige pas, à un moment donné, il finit toujours par corriger, si vous voulez. Et plus la correction tarde à arriver, plus généralement quand elle se produit, elle est violente. Donc mieux vaut que ça dégonfle un peu par petits paliers comme ça de temps en temps, plutôt qu'on tombe à 10 de volatilité, voire en dessous, et que d'un seul coup, on se prenne 20 ou 30% de correction dans la figure lorsqu'un événement ne plaira pas au marché. Voilà pour ce que nous pouvions dire. Dernier élément également, quelques petits éléments sur la Chine. On a eu des indices d'activité en Chine qui étaient un peu moins bons. Un côté public, c'était en dimanche dernier et en début de semaine, sur l'activité notamment dans les services en Chine. On regarde l'activité manufacturière régulièrement en Chine, mais dans les services aussi, parce que c'est par ce biais-là qu'on peut voir notamment l'appétit de consommation des consommateurs chinois. On sait que c'est toujours un point faible pour l'économie chinoise, qui est souvent très dépendante de son moteur export, de son appareil industriel ou autre. Et on avait observé une amélioration des PMI services, notamment depuis plusieurs mois. Et là, ça fait 1 mois, 2 mois qu'on observe un petit flottement à nouveau, voire un petit repli de ces PMI services. Et donc, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter, mais on pourrait peut-être considérer par contre que ce serait un argument pour que les autorités chinoises fassent un peu de stimulation, peut-être pourquoi pas fiscale, quelques stimulations faites pour stimuler un peu la demande intérieure en Chine, notamment au moment où elle rentre en tension plus forte avec l'Europe par rapport aux taxes commerciales, où elle est déjà rentrée avec les États-Unis depuis quelques temps dans ces tensions fortes aussi,
il serait peut-être de bon ton de stimuler un peu la demande intérieure, ce qui permettrait aussi de continuer à faire tourner les entreprises sans avoir uniquement recours à l'exportation de ces surcapacités qui déplaisent évidemment à l'Europe et aux États-Unis. Donc ça pourrait être aussi le bon moment pour la Chine de commencer à peut-être à faire un peu plus de stimulation de demande intérieure, voilà, des éléments qu'on peut surveiller, sachant que le yuan également glisse pas mal depuis quelques temps. Ce serait un moyen de raffermir un peu le yuan par rapport au dollar et là aussi de calmer un petit peu les tensions avec les États-Unis. Dernier élément, c'est un élément qu'on regarde qui a une petite importance quand même, c'est les prix du transport mondial, le transport maritime. Ça grimpe toujours et donc ça commence à devenir un peu problématique parce que fin d'année dernière, vous voyez, il fallait à peu près 1200-1300 dollars en moyenne pour transporter un conteneur de 40 pieds sur les principales routes maritimes du monde. Là, désormais, il faut plus de 5000 dollars, là au mois de fin juin, début juillet, 5200 dollars même, pour transporter ce même conteneur sur ces mêmes routes en moyenne. Donc, il y a quand même une cherté qui revient. On n'est pas encore sur les 11 000 dollars qu'on a touché post-Covid, mais là, il y avait des perturbations qui étaient absolument gigantesques, mais on est quand même sur des niveaux qui ne sont pas normaux. 5200 dollars pour transporter un conteneur, c'est donc 3 fois plus cher que ce que l'on payait en décembre dernier. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ça peut devenir un problème? Est-ce qu'à un moment donné, ça peut ramener un peu d'inflation dans les prix en amont, tout ce qui est prix à l'importation par exemple, prix à la production aussi du coup, si on transporte des marchandises, qu'on inclut ce coût, qu'on est obligé de répercuter ça sur les marges derrière et sur les prix de vente surtout. Est-ce que ça n'a pas un petit côté, est-ce que ça ne pourrait pas relifter un petit peu certains prix à la production ou autre à surveiller? En tout cas, c'est pas confortable et c'est un élément qu'il ne faut pas minorer parce que voilà, c'est quand même, mine de rien, des prix qui ne sont vraiment pas donnés alors que on va dire, le gros d'attention post-Covid s'était évanoui et s'était évaporé en 2023. On retrouve à nouveau pour différents éléments, différentes raisons cette fois-ci, les éléments climatiques, la question de la mer Rouge, les tensions en mer Rouge, la forte demande qui intervient souvent au deuxième trimestre de manière un peu cyclique, voilà, assez classiquement. Mais je dirais que voilà, c'est quand même des niveaux qui sont des niveaux de frottement, de tension, et ce serait bien que ça s'étende un petit peu, sinon on pourrait commencer à quelques petites conséquences sur l'aspect prix, notamment en amont. On va terminer ce podcast avec le programme pour la semaine prochaine. Donc évidemment lundi, ce sera l'après-second tour, donc on verra ce qu'il en est au niveau de la réaction des marchés par rapport aux résultats finaux. Donc ce sera une journée sûrement très focalisé sur la France une nouvelle fois. On aura aussi des chiffres à surveiller quand même intéressants pour la macro allemande, de la balance commerciale allemande, de croissance ou pas d'exportation, des importations aussi pour mesurer la demande intérieure. Donc toujours intéressant. L'Allemagne envoie des signaux un peu moyens. Il y avait une phase un peu comme ça d'amélioration du sentiment sur l'Allemagne. Et là, sur les données un peu, ce qu'on appelle les hard data, des chiffres de production ou autres, il y a eu des données un peu moyennes quand même. Donc voilà, ce serait bien que les chiffres de la balance commerciale nous rassurent un peu lundi, avec des données un peu plus costauds sur la partie export notamment, ce qui rassurerait un petit peu tout le monde. Mardi, on aura l'intervention de Jérôme Powell, cette fameuse intervention qui a lieu 2 fois par an devant une des commissions je crois, du Sénat aux États-Unis. Donc ça se fait toujours en 2 fois. Donc ça intervient 2 fois par an et quand ça intervient, c'est toujours sur 2 jours. Là, ce sera mardi et mercredi. Donc l'intervention de Jérôme Powell, qui sera donc cuisinée par les sénateurs sur la politique monétaire, sur les perspectives économiques. Probablement, il pose la question politique. Jérôme Powell nous rappellera que la Fed ne fait pas de politique, etc. Bon, mais toujours intéressant de suivre ce qu'il a à nous dire par rapport à l'économie et peut-être au niveau des marchés également. Moi, je trouve que les marchés sont chers. Est-ce que ce n'est pas le moment pour la Fed aussi de peut-être de donner un peu son avis sur, elle donne son avis sur l'économie, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas donner, je sais qu'à une époque, certains membres de la Fed le faisaient, commenter un peu les marchés, la cherté des marchés, voir ce que Jérôme Powell pense de cette situation actuelle. Voilà. Il sera en tout cas questionné par les sénateurs, c'est toujours un exercice intéressant à surveiller. Mercredi, on parlait de la Chine récemment, on aura des chiffres d'inflation et de prix à la production en Chine. Là, ce qui nous intéresse, justement pour la partie inflation, c'est pas que l'on craint l'inflation en Chine, il n'y a même pas d'inflation jusqu'à présent, même déflation, donc, et depuis quelques mois, un léger rebond d'inflation, mais c'est que justement, si l'inflation repart un petit peu en Chine, ça peut être un des signes d'amélioration de la demande intérieure, de la consommation notamment, donc c'est plutôt sous ce prisme-là qu'on va regarder ces chiffres-là. Et puis jeudi, des chiffres à nouveau d'inflation aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est les chiffres CPI, donc c'est une des mesures d'inflation aux États-Unis, ce sera jeudi. On aura le PIB britannique également jeudi. Et puis vendredi, nous aurons les indices, les prix à la production, voilà, les prix à la production aux États-Unis et la balance commerciale chinoise, des éléments sur la balance commerciale chinoise en fin de semaine. Voilà pour ce podcast hebdo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, juste avant une période de vacances. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.